Si je t'ai dit Skyrim, GTA, Fallout ou les Sims, est-ce que tu saurais deviner le point commun entre ces jeux vidéo? Bon ok, il y en a plusieurs, mais je vais te donner un indice. Avec un peu de temps et pas mal de tutos en ligne, tu pourrais changer la couleur de cheveux d'un de tes personnages ou rajouter un véhicule qui n'était pas dans le jeu de base. Je vais arrêter de faire durer le suspense parce que les plus gamers l'ont compris. Dans cette vidéo, on va parler des mods. Le modding, c'est le fait de modifier un programme informatique et dans notre cas, un jeu vidéo. Ces modifications peuvent être très légères, mais certaines peuvent aller jusqu'à modifier le gameplay. Aujourd'hui, c'est un gros phénomène en ligne qui rassemble plein de communautés. Et certains mods ont même plus de succès que les jeux de base. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'avec les mods, les gamers ont en quelque sorte pris le contrôle de l'industrie du jeu ? Bon, clairement, il y a tout et pour tous les goûts. Et en fait, c'est super facile de trouver des mods en ligne parce qu'aujourd'hui, il y a un tas de sites spécialisés dans le partage de ces contenus. Mais c'est quoi l'intérêt et qu'est-ce que ça change au jeu? On a posé la question au youtubeur allemand Amemos. Il joue à Skyrim depuis 2014 et c'est clairement un des jeux qui revient beaucoup quand on parle de mods. Nun, mit dem Beginn von Skyrim habe ich natürlich auch relativ schnell auf YouTube, wenn man bei YouTube oder halt in die Suche seiner Wahl einfach mal Skyrim eingibt, dann erscheinen da relativ schnell viele Mods. Und natürlich hat mich das gleich in den Bann gezogen, denn mit Mods kann man halt sein Spiel erweitern. Dadurch, dass ich mit Mods komplett mein Spiel an meine Bedürfnisse anpassen kann, erlebe ich persönlich ein höheres Freiheitsgefühl. Ich kann also so komplett neue Inhalte, Mechaniken in das Spiel einfügen, die ursprünglich gar nicht so gedacht waren oder gar nicht in dem Spiel halt waren oder halt auch bestehende ausbauen. Und das sorgt einfach für einen extrem hohen Mehrspielwert, dass ich das Spiel also nochmal spiele und das ist ja auch eben der Grund, warum das Spiel sich so lange aktuell auch hält und nach 10 Jahren fast immer noch gespielt wird. Bon, tu l'as compris, aujourd'hui on trouve des mods pour un très grand nombre de jeux. Mais si on veut remonter au tout début de cette pratique, c'était dans les années 90. L'un des tout premiers mods, ça a été Smurfenstein. C'est un peu compliqué à dire, mais tu vas comprendre pourquoi. À la base, ce mod, il a été développé à partir du jeu Wolfenstein. C'est un jeu pas du tout conçu pour être modé. Mais pas grave, les joueurs ont quand même trouvé un moyen de remplacer tous les méchants par des schtroumpfs. Et après ça, la machine s'est un peu emballée. Depuis, on a vu Thomas le Petit Train dans Skyrim ou encore des Teletubbies chez les zombies. Et un mod propose même un nouveau décor à GTA, la planète Mars. Mais ça s'est pas limité à ça. Certains modeurs et modeuses ont commencé à recréer entièrement des jeux. On appelle ça des Total Conversion. Pour que tu comprennes l'ampleur du phénomène, il faut que je te parle de Dota. C'est une Total Conversion qui a inspiré du jeu Warcraft 3, qui était très populaire au début des années 2000. Et Dota a fait naître un genre à part entière, le MOBA. C'est les arènes de bataille en ligne multijoueurs, le style d'e-sport le plus célèbre de ces dernières années. Et finalement, en 2009, le studio Valve embauche le modeur de Dota pour développer la suite. Et Dota 2 pète tous les scores. Il va rassembler plus de 1 million de joueurs en simultané sur la plateforme Steam. Mais concrètement, comment ça marche? Comment on crée un mod? Qu'est-ce qui est facile à faire ou au contraire plus compliqué? Et comment on fait pour partager avec les autres joueurs? Vu que j'y connais rien, j'ai rendez-vous avec Barbara. Elle joue, mode et traduit des mods. Bon là on est à Caen, on va aller lui rendre visite et je pense qu'elle va pouvoir répondre à pas mal de nos questions. J'ai découvert le modding avec le jeu Oblivion, il y a à peu près 11 ans je dirais. Et automatiquement j'ai cherché des mods en français, puisque mon jeu était en français et la plupart des mods sont développés en anglais. Ce qui motive la pratique du modding, c'est un besoin. Quand on a quelque chose qui ne nous plaît pas dans un jeu, on a envie de le changer et quand on en a la possibilité, je pense que c'est ça qui motive à aller voir comment c'est fait et à modifier soi-même le jeu et ensuite à partager avec d'autres gens qui pourraient avoir le même besoin. Ma grosse entreprise personnelle, ça a été de convertir des fichiers de The Witcher 3 avec l'autorisation évidemment des développeurs de The Witcher 3 pour les mettre dans Skyrim. Et comment t'as appris à le faire du coup, c'est en discutant avec d'autres modeurs de la confrérie ou c'est via des tutos? Alors il existe un certain nombre de tutoriels pour les kits de création qui sont fournis avec les jeux, mais tout n'est pas renseigné, effectivement, donc on s'appuyait beaucoup sur l'expérience de la communauté. Pour certains jeux, c'est plus difficile que d'autres. En fait, ça procède sûrement de la volonté des développeurs hein, d'autoriser ou pas le modding sur leur jeu, puisque certains sont
pas contre, mais pas pour non plus, quoi, on va dire. Donc c'est pas très accessible. Et t'as l'impression que ça change quand même ça, cette prise en compte des modeurs par les développeurs, ça a évolué ces dernières années? Il y a eu des tentatives d'ouverture sur le modding, mais d'un point de vue commercial. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment, sur Steam, par exemple, ils ont essayé de faire passer les mods payants pour Skyrim, ce qui n'était pas une bonne idée, puisqu'on était habitué à avoir des mods gratuits. Ça a été vu comme juste une tentative de gagner de l'argent, mais sur le dos des modeurs, en fait. Il y a un énorme flou juridique autour des mods, puisque normalement, les fichiers qui sont créés en format propriétaire du jeu, comme les plugins pour Skyrim, sont la propriété de Bethesda en fait. Donc tout ce qui est création dedans, comment on évalue la propriété intellectuelle sur des textes écrits par des modeurs, des créations artistiques faites avec les assets du jeu par exemple. Certains studios de jeux vidéo mettent donc de gros stops aux modeurs, mais d'autres ont décidé d'établir un véritable dialogue. Là, je suis devant les locaux d'Amplitude, à Paris. Pour leur dernier jeu en date, Humankind, ils ont décidé de mettre à disposition des outils pour les modeurs. Allez, on va les voir. Pour Humankind, par exemple, dès le départ, vous saviez que vous vouliez prendre en compte les mods ou pas? Oui, en fait, c'est évident que c'était devenu vraiment je veux dire, même pas on le fait parce qu'on est gentil, c'est un atout concurrentiel. Un jeu qui permet des mods contre un jeu qui n'en permet pas, bah, le jeu qui permet des mods aura une vie plus longue que celui qui n'en permet pas. Et donc notre travail en tant que développeur va perdurer plus longtemps, d'une certaine manière, parce que on a ouvert le jeu un peu aux autres joueurs. Comment on reçoit ces propositions de mods quand on crée le jeu? Est-ce qu'on se dit « Waouh, j'y aurais pas pensé, c'est trop bien » ou est-ce qu'on se dit « Ah mince, j'aurais dû y penser » ? Ah, c'est une bonne question. Il y a toujours un peu de jalousie aussi. De dire, ah oui, eux ils peuvent le faire, moi non, on peut pas le faire quoi. Mais parfois c'est des personnes qui sont, je sais pas, je veux dire, travaillent à la NASA et sur un jeu comme Kerbal Space Program disent écoutez, voilà, j'ai fait comment on fait à la NASA en fait, voilà les vraies valeurs pour envoyer un missile à la Lune, et tu te dis ah ouais, alors je vais le télécharger le mode, je vais voir, ah oui c'est vraiment très difficile en fait. On peut pas se reposer entièrement sur le modding non plus. Nous aussi, on tire un peu de notre côté en tant que développeur, dire ok, ouais, c'est bien les mods, mais regardez aussi, ici, on a rajouté un truc complètement nouveau parce que nous, on peut. Donc on a des développeurs qui connaissent le code, donc du coup, on a rajouté une nouvelle mécanique qui, peut-être avec le modding, c'était pas possible. Notre responsabilité, c'est de dire ok, on va pas en rester là, on va aussi vous montrer des choses qui sont nouvelles, parce qu'on a quand même voilà, ce mandat. C'est-à-dire, ok, vous êtes là, vous faites des mods, mais il y a des choses qu'on peut continuer à rajouter parce que vous êtes toujours là, qui ne sont pas un mod, sont vraiment un gros truc officiel, machin. Et ça aussi, c'est intéressant parce que du coup, ça repart aussi dans le circuit. Finalement, les modeurs, ils n'ont pas pris le contrôle de l'industrie du jeu, mais ils ont trouvé une place dans le processus de création. Et moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que tu avais déjà entendu parler des mods et est-ce que tu trouves ça cool de laisser les joueurs modifier les jeux? Dis-nous en commentaire. En tout cas, si tu as aimé cet épisode, mets-nous un petit like et abonne-toi, comme ça tu louperas pas nos prochaines vidéos.